Mes débuts à la SLRB, on partait de rien. Il y avait ici très peu d'étages occupés par la SLRB. C'était une petite équipe de 20 personnes, donc très simple, très facile, mais avec une volonté d'arriver à des résultats avec un minimum de moyens. Donc c'était déjà une période de crise, c'était une période difficile institutionnellement, mais les gens croyaient vraiment qu'il fallait prendre le destin des Bruxellois en main et qu'il fallait trouver des solutions aux besoins des Bruxellois. On était braqués sur cette vision simple, directe, mais efficace, répondre aux besoins des personnes, et certainement des personnes en difficulté. Les premiers contrats de gestion, on partait d'une tutelle normale, agressive, j'oserais dire, pour aller vers un service à la population, un service au CISP. Donc c'était vraiment une très grande mutation qui a été faite aussi avec un rythme et une volonté d'aboutir. Donc on est resté dans cette capacité de se remettre en cause pour travailler dans le futur et chaque fois se projeter sur base des problèmes des personnes. Alors c'est vrai que ma nomination en tant que DG était importante, mais ce qui était pour moi fondamental, c'était justement répondre aux besoins des personnes et surtout de notre personnel. Notre personnel a souffert pendant des années parce qu'il n'y avait pas de vision, parce qu'il n'y avait pas assez de prise en compte justement de l'ensemble des éléments qui font que Bruxelles soit Bruxelles. Donc il fallait travailler sur tous ces éléments internes et externes pour justement trouver une capacité d'avoir des réponses, des solutions et aussi des résultats. Les premiers cocolos. On a toujours dit que le logement social, c'est à la fois des bailleurs sociaux, bailleurs qui veut dire donc du patrimoine, mais sociaux. Et c'est ça qui était important à une époque de dire et de le redire et de l'affirmer. Je crois qu'aujourd'hui, ça reste toujours d'actualité. On le fait pour des personnes bien spécifiques. Et donc les cocolos, c'était la participation des habitants par rapport à un processus de décision. Et au niveau des PCS, c'était un accompagnement des personnes dans leur vie difficile et d'avoir une capacité de pouvoir avoir un dialogue avec des gens spécialisés et qui restaient près d'eux, dans leur quartier. Donc tout un travail de proximité qui devait être réalisé. Le 101e%. Le 101e%, c'est toute une aventure, c'est toute une dynamique où on voulait travailler comme nos prédécesseurs l'avaient déjà fait, il faut aussi le répéter, à savoir que l'art est quelque chose qui doit parler aux personnes. C'est spontané, ça peut être fait avec des enfants, avec des adultes, avec des personnes plus âgées. Le tout, au niveau du 101e%, c'était d'avoir de l'art, mais de l'art apprivoisé de nouveau avec l'aide des habitants pour travailler dans quelque chose de le plus général, mais aussi de plus intime, pour que, en fait, ces œuvres d'art ne soient pas des simples objets, mais vraiment une partie de leur quotidien, une partie de leur vie et une capacité, quelque part, de se redéployer et de retrouver d'autres horizons grâce à l'art. Les plans quadriennaux pour la rénovation. Une première étape fondamentale qui est arrivée, c'est de dire on va inventorier tout le patrimoine des sites, qui va permettre d'avoir une capacité de décision là où le patrimoine est le plus ancien ou le plus problématique pour les habitants. Et donc nous avons eu cette volonté d'avoir non seulement cet inventaire du patrimoine, mais aussi cette capacité de dire où fallait-il intervenir et surtout combien ça allait coûter. Et grâce à toute cette action, nous avons pu aller au gouvernement et définir des budgets pour 4 ans qui permettaient la rénovation du patrimoine de chaque société là où ça faisait mal. Et donc c'était une grande aventure humaine, parce que ça a été fait avec énormément de personnes dans nos sociétés et au niveau de la SLRB, pour mettre ensemble tout notre savoir-faire, toutes nos compétences et travailler pour objectiver les montants qu'on devait demander au gouvernement. Les fusions des CISP. On sait que dans le privé, une société sur 2 qui fusionne n'existe plus demain. Au niveau des pouvoirs publics, il n'est pas question de ne pas réussir. Or, il y avait cet enjeu-là de diminuer de moitié l'ensemble des sociétés. Donc le parcours était difficile, la résistance du secteur était totale, et donc nous avons dû travailler dans la conviction, dans la pédagogie, pour mettre tout un système en place, pour rassurer les gens, et surtout pouvoir définir des nouveaux objectifs sur base de ces fusions. Alors la fusion, on en parle encore exactement de la même manière aujourd'hui. Dans toutes les décisions politiques, on parle de restructuration, de synergie, etc. Il faut savoir que ça prend du temps. Il faut savoir qu'au niveau humain, ce n'est pas facile à résoudre et que s'il n'y a pas une équipe d'encadrement compétente qui accompagne le processus,
il est possible que ça soit un échec. Donc aujourd'hui, oui, il faut mutualiser, oui, il faut avoir des économies, oui, il faut continuer cette politique de restructuration, mais il faut le faire avec intelligence et surtout en se rendant compte que c'est l'humain qui compte. Et l'humain peut-être le plus fragile dans ce genre de processus. Le plan régional du logement et l'Alliance Habitat. Le PRL, c'est donc le premier élément qui a été mis par le gouvernement pour augmenter l'offre de logement. Qu'est-ce qui était important dans ce PRL déjà à l'époque? C'était qu'on parlait de maisons passives. Et nous avons été dans les premières sociétés à travailler sur la maison passive et vraiment se dire que l'environnement, l'écologie de demain, c'était déjà une ambition dans les années 2000. Le plan d'urgence logement, ce sont des plans intégrés. C'était vraiment une volonté du gouvernement d'arriver avec des solutions multiples pour répondre aussi aux besoins des habitants. Alors, le fameux PUL, ce plan d'urgence du logement, prévoyait l'Alliance Habitat, prévoyait le PRL, mais prévoyait aussi des acquisitions, prévoyait la socialisation, prévoyait la rénovation et prévoyait un ensemble d'éléments aussi au niveau de la tutelle, au niveau de la digitalisation, au niveau de l'inscription multiple. Donc c'était quelque chose de très fort qui a aussi été soutenu par des budgets importants et qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Plus de 1000 logements acquis, c'est une fierté parce que c'est une réelle réponse aux besoins des Bruxellois. Le label Great Place to Work. Le Great Place to Work, pour moi, c'est la plus grande fierté que je peux avoir avec le personnel, en ce sens qu'on a travaillé vraiment aussi ensemble pour définir nos missions, notre vision, nos valeurs, et finalement travailler avec l'ensemble de cette force vive, de ce capital humain que nous avons à la SLRB, et d'avoir cette vision justement vers le futur. On est tourné vers le futur, mais avec justement cet engouement, cette motivation qui est interne et qui permet aux gens aussi d'être rassurés, parce qu'ils ont des collègues à côté d'eux, ils ont une direction qui est à l'écoute, et surtout avoir ce sentiment qu'on travaille avec du sens pour le futur. Et ça, c'est le Great Place to Work, où on voit qu'on fait des scores admirables, mais c'est le travail de tout un chacun. Alors, on me demande bien souvent, est-ce que ta pension va t'apporter plus de bonheur, plus de satisfaction? Moi, je dois avouer, toutes les années que j'ai passées avec l'ensemble du personnel, avec les sites, avec les architectes, les entrepreneurs et le monde associatif, pour moi, c'était une richesse en soi. Donc, demain, je dois reconstruire un nouveau monde autour de moi, mais le monde que j'ai eu, j'en ai profité. J'ai eu cette capacité de m'épanouir au travail, mais grâce aussi à l'ensemble du personnel et grâce à cette vision d'avenir que nous partageons ensemble.